j'étais inconscient dans la voiture, accéléré à fond. Ayrton est arrivé, et il a tout de suite entendu le bruit, le rugissement du moteur, qui était à 7 ou 8 000 tours. Donc lui, il a arrêté sa voiture? Il a arrêté sa voiture, défait son harnais, il est venu en courant, alors qu'il y a encore des concurrents qui arrivaient, ralentis par les drapeaux jaunes, mais la piste n'était pas dégagée de tout danger. Et il a cherché le coupe-circuit, il a coupé le contact général de ma voiture, parce qu'effectivement, à ce moment-là, il y avait quand même un risque important d'explosion, ou tout du moins d'incendie, avec, suite à l'impact de la voiture, il y avait quelques fuites, et bon, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. En quelques secondes, ça aurait pu exploser. Ça aurait pu. Probablement que ce jour-là, Ayrton m'a sauvé la vie. C'est 2 ans plus tard, vous allez vous retrouver à ses côtés, lors de ce qu'on appelle le briefing d'avant-course, c'est ça? Et effectivement, le 1er mai 1994, pour la première fois de toute ma carrière en Formule 1, je me retrouve assis à côté de lui à 8h30 lors du briefing de la direction de course. On était tous dans un état d'esprit très particulier. Parce qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses ce week-end. Il y avait l'accident de Rubens, il y avait la mort de Roland la veille. Il y avait... on était quand même quelque part, en tous les cas, moi je parle pour moi, mais je crois avoir aussi ressenti le sentiment des autres, un petit peu dans un état second. Ce qui venait de se passer, c'était un petit peu irréel. Et de quoi vous parliez alors? Ayrton Senna était lui également marqué par ces accidents à répétition? Oui, bien sûr qu'il était très marqué, et il m'a dit, Eric, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Je voudrais pas laisser penser qu'il avait une faiblesse émotionnelle qui a pu... qui pourrait être une source d'explication de son accident. Ça, j'y crois pas un dixième de seconde. Simplement, on était tous dans un état de traumatisme psychologique, parce qu'il y en avait un de moins le dimanche. Et j'arrive à Tamburello, il y avait déjà l'hélicoptère médical, l'ambulance, la voiture d'Ayrton, et Ayrton qui était déjà sur une civière à côté de sa voiture, et donc j'ai immobilisé ma monoplace. Vous êtes retrouvé avec votre voiture en face de l'hélicoptère sur le circuit? Je me suis retrouvé au milieu de la piste, à quelques mètres du drame. J'ai compris en arrivant, il y avait un message, c'était assez... je crois que Ayrton avait quelqu'un qui dégageait tellement d'ondes, on va dire. Et là, c'était une bombe atomique qui venait d'exploser dans Tamburello. Il y avait vraiment une atmosphère lourde, et sans voir les détails, je savais que c'était très très grave. Et surtout, il y a une paralysie qui s'est installée chez moi, parce que je me retrouvais à côté de l'homme qui, 2 ans avant, m'avait sauvé la vie sans rien pouvoir faire, et ça, c'était terrible, parce que lui, il m'a sauvé la vie, et moi, bon, je suis arrivé trop tard. Je suis pas médecin, je suis pas réanimateur, et puis de toute façon, son état était déjà... l'accident était différent du mien, mais bon, je me suis retrouvé là, impuissant à ses côtés, et ça a été une épreuve terrible dont j'arrive à parler simplement 10 ans après, que depuis quelques mois, et qui m'a... que j'ai gardé en moi très 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 longtemps. J'étais le dernier des pilotes à le voir, et bon, c'est tombé sur moi, et ça, c'était difficile à admettre que j'avais été l'élu de la dernière visite, et pour son dernier envol, et donc je crois que là, c'était vraiment la fin du livre de la Formule 1 en ce qui me concerne. On arrête la course et une enquête est ouverte. C'est en tout cas ce qui n'a pas été appliqué, en l'occurrence pour Roland Ratzenberger. Pourquoi cette loi, selon vous, ne s'applique pas? Je crois que c'est le pouvoir sportif qui est clairement en cause, et seul lui avait connaissance de cette loi, et seul lui, si effectivement, et il ne peut pas en être autrement, a eu connaissance du décès de Roland sur le site le samedi, seul le pouvoir sportif pouvait prendre la décision. Nous, les pilotes, je dirais que malheureusement, bon, c'est pas nous qui tirons les ficelles, et on a été informés que tardivement. La mort d'Ayrton, on l'a su à l'aéroport. Il aurait été décent de la part de l'équipe Williams de retirer la deuxième voiture. Ça, c'est on va dire, le minimum syndical. Pas de drapeau en berne, les hymnes, le podium, toutes les cérémonies, comme si de rien n'était. Ouais. Donc ça c'est l'insupportable que vous avez vécu en direct à la télévision sur place pour ceux qui étaient. Moi, j'étais déjà parti, j'étais déjà à l'aéroport, mais c'est vrai que c'est carrément scandaleux.
Surtout que là aussi, il y a eu beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça. L'état médical d'Ayrton était aussi bien connu. On est de toute manière dans un sport business et il y a un show à assurer jusqu'où le pouvoir sportif est prêt à aller. Et là, et visiblement, elle est allée beaucoup trop loin. Jean Alési, on vient d'entendre Eric Comas qui disait qu'effectivement ce jour-là on est allé un peu trop loin, qu'on aurait dû arrêter le Grand Prix, peut-être après la mort de Roland Ratzenberger, peut-être après la mort d'Ayrton Senna. Est-ce qu'il ne fallait tout simplement pas ce jour-là arrêter la course à un moment donné? Franchement, non, il fallait pas l'arrêter. On a parlé d'autres exemples auparavant d'accidents et de courses qui ont continué. C'est sûr que ça a été terrible ce week-end. C'est évident, mais il y a rien qui devait arrêter la course. Je crois même que la passion d'Ayrton pour la course automobile aurait, enfin, s'il pouvait être encore aujourd'hui avec nous, il n'aurait jamais accepté une chose comme ça de toute façon. C'est ça, Lionel Froissart. Lui, Ayrton Senna n'aurait jamais supporté l'idée, parce que certains ont évoqué, c'est une rumeur, qu'il ne voulait pas prendre le volant ce jour-là, c'est faux. Non, c'est faux. Il était, on l'a dit, très préoccupé. Il avait des problèmes concernant sa voiture qui n'était pas très au point à ce moment-là de la saison. Le début de saison s'était mal passé. Il avait d'autres soucis personnels qu'on va pas développer ici. Bon, tout un ensemble de choses faisaient, en plus les accidents de Barrichello le vendredi, de Ratzenberger malheureusement fatal le samedi. Il n'était pas dans un état d'esprit idéal, évidemment, mais jamais il n'a voulu renoncer à ce qui était, comme l'a dit Viviane, sa passion et sa raison de vivre. Justement, c'est assez paradoxal. Il voulait faire cette course, il voulait même la gagner en mémoire de Ratzenberger. Et c'est vrai que les pilotes de Formule 1 sont faits pour affronter les risques. Et ce ne sont pas des trompe-la-mort. Ils savent qu'ils affrontent le danger, mais ils essayent de le faire de manière intelligente. Et la preuve justement qu'effectivement l'épisode et la mort tragique de Roland Ratzenberger l'avaient profondément touché. Je crois que Ayrton Senna avait sur lui pris un drapeau autrichien, je crois. Il voulait gagner cette course et brandir un drapeau autrichien en l'honneur et à la mémoire de Roland Ratzenberger. Jean Alési, on vous sent comme Eric Comas, 10 ans après, encore 10 ans, c'est long, encore extrêmement ému. Il avait une personnalité à ce point hors du commun. Bon, Lionel Froissart, qui est un journaliste qui a suivi tous les Grands Prix d'Ayrton, pourra confirmer. Ayrton, c'était quelqu'un qui, en dehors de la voiture, quand il rentrait dans une salle de presse ou quand il faisait une interview, tout le monde était... personne ne parlait, personne ne faisait autre chose, tout le monde écoutait exactement ce qu'il voulait dire, dans quelle direction il voulait expliquer et l'émotion qu'il arrivait à transmettre. C'est unique, je veux dire, c'est quelqu'un qui est unique, quoi. Lionel Froissart, il y a justement un certain nombre d'éléments, d'anecdotes qui font partie de ce mysticisme. Il avait une foi, en tout cas, très importante, je crois. Oui, c'est vrai, il n'en faisait pas mystère, il avait toujours la Bible sur lui, mais il ne faisait pas de prosélytisme, il ne cherchait pas à faire partager cette foi ou à convaincre les gens que c'était le bon chemin. Simplement, il était croyant et voilà, c'était une façon pour lui de s'apaiser, de se retrouver tranquillement. Dans votre livre, j'ai lu quelque chose d'assez étonnant et qui participe à cette mystification d'Ayrton Senna. Le jour de ses obsèques, une colombe est venue se poser sur son cercueil. Oui, c'est Alain Prost lui-même qui rapporte cette anecdote. Et ouais, c'est un on peut y voir un signe, peut-être. C'est en tous les cas une jolie image. Jean Alési, en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, la seule certitude, et on l'aura bien compris, encore aujourd'hui, 10 ans après, Ayrton Senna vous manque encore aujourd'hui. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci Lionel Froissart. Merci Viviane Senna de nous avoir éclairé sur ce terrible week-end. C'est la fin de cette émission. Je rappelle votre livre, Lionel Froissart, Ayrton Senna, Croisement d'une vie aux éditions Anne Carrière. Pour tous les passionnés, puis pour les autres, il y a plein d'informations, plein de choses passionnantes pour cet homme que nous aimions beaucoup.